Oui. C'est dans les deux. Hein. Ah, d'accord. Bon, c'est vrai que là, c'est pas évident. Voilà, ça va aller. Bon, Là, ça va on va aller. faire avec, oui, parce que... Ok. Bonjour, monsieur Aziz Fall. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette interview, parce que vous êtes de passage à Montpellier, à l'occasion de le contre-sommet Afrique-France, France-Afrique, on va dire. Et il se trouve que moi, je suis agréablement surpris de vous rencontrer, parce que ça fait déjà quelques années où je vous suis sur les réseaux sociaux et tout ça par rapport à vos conférences et vos interventions. Et là, vous êtes intervenu récemment justement à la salle Carmagnol à Montpellier, excusez-moi. Et brillamment, comme vous le faites d'habitude, vous aviez expliqué les rapports que la France doit entretenir avec les pays africains. Alors, avant de revenir sur Montpellier, moi, ce que je voulais vous demander, c'est d'abord vous remercier pour le combat que vous avez mené depuis des décennies pour qu'il y ait un procès équitable concernant le capitaine Thomas Sankara. Donc je voulais que vous nous en parliez un petit peu au jour d'aujourd'hui, sachant que nous sommes le 10 octobre 2021. Et effectivement, demain va s'ouvrir à Ouagadougou le procès tant attendu. Après nos 25 ans d'efforts, nous avons épuisé la plupart des recours judiciaires dans ce pays. Nous avons effectivement gagné à l'ONU des droits pour Mariam Sankara et ses enfants. Et la mobilisation, à la suite, a réussi à bouter dehors l'ancien président Compaoré, qui a été exfiltré par les services français et ses amis en Côte d'Ivoire. Et là va s'ouvrir effectivement un procès que tout le monde attend, justice militaire, où grâce aux juges d'instruction, une vingtaine de personnes ont été inculpées et seront entendues. Donc c'est sûr qu'il y a une grande attente. Pour nous, c'est d'autant plus significatif qu'en même temps, c'est tenu à Montpellier ce contre-sommet dans lequel j'ai été invité, où j'ai eu à rappeler un peu cette lutte contre l'impunité, qui serait pour nous une façon patente de tourner la page de la France-Afrique. Donc ce serait des choses beaucoup plus constructives que inviter quelques jeunes cooptés de la société civile pour faire valoir en fait un maquillage de la politique française elle-même qui, je crois, est bien sûr sujette à certains changements, mais qui mérite une plus grande attention, d'abord à l'aune des conflits dans la sous-région, de ce qu'on appelle le Sahélistan, la déstabilisation de plusieurs de nos formations sociales pendant de très longues années. Bien, il faut en mettre en rapport, je pense, avec le chef de l'État qui a un style différent, peut-être plus rafraîchissant que ses prédécesseurs. Par exemple, il a déclassifié certains documents dans l'affaire Sankara. Certes, nous n'avons pas reçu les documents que nous attendions, mais quand même quelques documents, rien de nécessairement très compromettant, qui exonère d'une certaine façon la France. Je sais qu'une plus grande ouverture, une plus grande transparence permettrait d'obtenir de meilleurs documents. Et donc tout ça pour dire que nous sommes quand même très heureux d'avoir rencontré ici une grande solidarité de la part de nos camarades qui n'ont pas été dupes de ce maquillage cosmétique des politiques françaises. J'espère que ces sommets France-Afrique seront les derniers. Nous rêvons plutôt à une Afrique panafricaine qui, elle, unie et mieux organisée, organisera chez elle les relations bilatérales qu'elle va avec le reste du monde dans un monde multipolaire. C'est vrai qu'on n'en est pas là. Il faut bouter hors d'état de nuire toutes ces forces compradors qui permettent encore la perpétuation de ces perfusions dans lesquelles nous sommes maintenus. Alors, excusez-moi, comment ça se fait que vous n'êtes pas à Ouagadougou? Enfin, vous avez prévu d'y aller ou pas? Comme ça s'ouvre demain. Moi, comme vous le savez, j'ai entamé cette affaire dès le début. Nous avons un collectif d'avocats. Nous avons obtenu ce travail après beaucoup d'efforts. Mais une des choses qui peut paraître être un caprice pour beaucoup, c'est que j'ai toujours dit que tant que Blaise Compaoré n'était pas dans le box des accusés, je n'irai pas. Donc, tous mes avocats y seront. Nous faisons sur une liaison constante. Ils ont toujours fait, je ne suis pas indispensable de toute façon. Mais il vient juste de raccompagner la veuve Mariam Sankara et tous les avocats sont en partance. Ah, on l'a raté. On y va. Non, on l'a raté. Et voilà, donc je suis le seul absent, mais pour moi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que le travail se fasse et que cette vérité soit enfin connue et que justice soit rendue, je l'espère, après 25 ans. D'accord. Alors, moi, je note votre argument que je trouve tout à fait légitime et puis en tout cas compréhensible parce que finalement, vous n'avez pas envie de jouer les figurants. Blaise Compaoré, effectivement, est en résidence en Côte d'Ivoire. Bon, il a des problèmes de santé là. Et on a appris aussi qu'il avait demandé un visa pour entrer en France qui a été refusé. Qu'est-ce que vous pouvez... Je ne sais pas si ces rumeurs sont fondées ou même s'il est en santé ou pas. Bon, on le sait, souvent ces chefs d'État en fin de régime, il y a toutes sortes de rumeurs de cet ordre-là pour préparer la suite. Nous, on entend aussi parler de d'autres rumeurs, des tractations pour des négociations politiques pour restaurer un peu plus de paix
dans la sous-région, région qu'ils ont déstabilisée grâce à leur soutien au djihadisme, grâce au soutien qu'ils ont eu à déstabiliser la Côte d'Ivoire, etc. Ces gens-là, je crois, ont un grand pouvoir de nuisance, ils ont beaucoup d'argent, des capacités d'intimidation. Je ne crois pas que le vent actuel voulant le plaindre ou faire réduire sa peine, ou en tout cas préparer des tractations politiques et mérite d'être entendu. Donc, personnellement, je ne donne pas beaucoup de crédit à toutes ces rumeurs. D'accord. Bon, pour terminer, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez justement de ce sommet-là où M. Macron a rencontré la société civile le vendredi 8 octobre 2021 ici à Montpellier, et ça s'est tenu au parc d'exposition. Les intellectuels, je pense à Achille Mbembe et puis tout ce. Quel est votre sentiment, vous, là-dessus? Je crois que beaucoup de ces Africains invités avec beaucoup de bonnes intentions se sont un peu sentis, comme on dit en anglais, in the driving seat, c'est-à-dire en position de vouloir participer à l'élaboration de nouvelles politiques. Le président Macron, peut-être lui-même en panne d'idées et voulant faire des choses différentes, provoque deux phénomènes. Le premier, c'est que il bypass, il contourne les chefs d'État africains qui sont déjà coutumiers de ces kermesses dans lesquelles on a eu à voir le système néocolonial fonctionner. Et il veut probablement, de façon décomplexée, sortir de cette gangue qui gangrène les relations entre la France et l'Afrique, qu'on appelle la France-Afrique. Donc, les gens bien intentionnés ont été triés sur le volet. Je ne sais pas comment ils ont été triés, mais toujours est-il qu'il s'agit d'une portion. Quand je regarde bien l'assortiment des gens qui sont là, il y avait eu 11 intervenants. Non, peu importe le nombre, ni leur qualité ou quantité, c'est-à-dire qu'on a trié. Moi, j'aurais aimé qu'on parle des vrais sujets, les sujets qui fassent, la question de la souveraineté de nos pays, l'accès aux ressources naturelles, la déstabilisation. Ils en ont parlé, ils en ont parlé. Oui, mais maintenant, de façon plus approfondie, avec des gens qui en ont l'autorité. C'est ça qu'on invite. C'est ça. D'accord. Donc c'est pas. Moi, je suis revenu dans l'avion ici avec quelques jeunes. On voyait clairement qu'ils étaient dépolitisés. Ils étaient vraiment férus de leurs connaissances, comme des start-up, des gens dans la culture, dans le truc. C'est pas pour dénigrer cela, mais je ne crois pas que l'Afrique que nous voulons construire soit nécessairement seulement articulée sur ce maillon de nos sociétés civiles. Ceci dit, il est important que nos sociétés civiles soient solides. Ce sont les sociétés civiles qui permettent des États. Moi, j'ai pensé un peu comme Gramsci et Marx sur cette question-là. Les sociétés civiles doivent être dynamiques et on ne peut pas coopter nos sociétés civiles dans ces processus. C'est aux Africains et aux Africaines de s'assumer, d'arrêter ce cirque. Ces choses-là doivent se passer en Afrique d'abord, c'est à l'Afrique de déterminer ses politiques étrangères et ensuite de pouvoir transiger de façon égale à égale avec les autres. Qu'est-ce qu'on dirait par exemple si la Grande-Bretagne faisait la même chose aujourd'hui? Personne ne croirait à cet exercice parce que les Anglais ne le feraient pas. Et qu'en dirait-on si le Nigeria a invité des pans de la société civile française pour discuter de la politique étrangère du Nigeria et de la France? Ça ne se ferait pas non plus. Donc vous voyez que ce paternalisme qui continue doit cesser, mais ce sont quand même les dernières gesticulations d'un système qui est en train de s'éteindre et on doit leur donner le crédit d'avoir au moins essayé de le faire. Merci beaucoup. En tout cas, pour terminer, ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter? Excusez-moi, mais parce que c'est hyper important. Alors, je suis Aziz Salman Fall, du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Je suis membre de ce groupe et je coordonne à ce titre la campagne internationale Justice pour Sankara, un collectif d'avocats et de personnalités qui vise à restaurer la vérité et la justice pour le cas de ce grand martyr et révolutionnaire africain. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Très, très gentil à vous. Voilà.